et bienvenue à Sinosphère, votre magazine consacré à la Chine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui a longtemps été tabou dans le pays, la sexualité avant le mariage. Entre pudeur et modernité, le pays s'éveille lentement à la question. Comment les jeunes Chinois en parlent-ils aujourd'hui? Quelle éducation sexuelle reçoivent-ils à l'école et en famille? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Mais tout de suite, c'est le sommaire de Sinosphère. En Chine, les sex shops côtoient les fruits et légumes et les DVD porno ne coûtent que quelques euros. Pourtant, jamais l'intimité ne s'affiche en public et les gestes de tendresse sont rares, même chez les plus jeunes. Dans cette société encore très puritaine, comment aborde-t-on les relations amoureuses? Je connais beaucoup de filles qui aimeraient sortir avec des garçons qui ne leur demanderont pas d'avoir des relations sexuelles. Hétéros ou homosexuels, comment les jeunes Chinois envisagent-ils leur sexualité? Nous sommes sur le plateau de Sinosphère, ici au musée Guimet, en compagnie de nos deux invités. Bonjour. Bonjour. Xin Wang, vous êtes actrice, productrice de films franco-chinois. Vous êtes actuellement en train de préparer votre premier long métrage, La Cuvée des morts. Oui, tout à fait. À vos côtés, Yun Lai. Bonjour. Bonjour, vous êtes étudiant en cinéma, mannequin. Merci à tous les deux d'être avec nous. On va parler de sexualité dans un instant, mais d'abord, je vous propose de découvrir un reportage sur justement la vie des jeunes Chinois sur la sexualité avant le mariage. Il est signé Séverine Bardon et Gaël Caron. Ils font partie de l'élite étudiante du pays. Élèves en master international à l'université de Pékin, Gao Shuai, Grace, Kelly et Long Yi parlent anglais et étudieront à Londres l'an prochain. Ils évoluent dans un cadre multiculturel, mais restent marqués par les valeurs et traditions chinoises. Mes parents sont divorcés. Je n'ai pas vu mon père depuis plus de 10 ans. L'une des raisons du divorce, c'est que je suis une fille et que je ne peux donc pas perpétuer la lignée familiale. Dans la tradition chinoise, les parents donnent en général une meilleure éducation aux garçons. Si des filles comme nous peuvent intégrer une très bonne université, cela signifie que leurs parents sont très libéraux et ont accordé beaucoup d'attention à leur éducation. Ils ont entre 22 et 25 ans et sont concentrés sur leurs études. Pour se détendre, ils font comme tous les autres Chinois de leur âge, ils vont au karaoké. Mélodies sirupeuses, chansons dédiées aux amours déçus, les tubes qui font vibrer le petit groupe révèlent une vision très naïve des relations amoureuses. En Chine, la plupart des chansons populaires sont des chansons d'amour. Et plus de 90% d'entre elles sont des chansons sur les ruptures, les relations malheureuses, ce genre de sujet. Dans la culture populaire qui berce ces jeunes Chinois, l'amour est romantique et se termine souvent mal. Réunis entre deux cours sur le campus de leur université, les étudiants acceptent, non sans réticence, de raconter leurs expériences amoureuses. À 22 ans, Gao Shuai et Grace ne semblent pas sortis des flirts adolescents. Ce n'est jamais allé jusqu'au sexe. Mais c'était quand même une relation. Tout le monde sait que vous êtes un couple. Vous êtes loyal l'un envers l'autre. C'est un engagement. Vous voulez que la relation dure, en espérant que si tout va bien, ça ira jusqu'au mariage. La caractéristique principale d'une relation est qu'elle est exclusive. Tu ne fais pas la même chose avec ta petite amie et avec les autres filles. Quand Long Yi, la plus expérimentée du groupe, prend la parole, ses confessions laissent ses camarades sans voix. Je pense que la plupart des jeunes ne savent pas vraiment ce qui les attend dans une relation sexuelle. Moi, quand j'ai eu ma première relation, je savais que je ne savais pas tout. Mais je pensais en savoir suffisamment. Au moment de passer à l'acte, j'ai réalisé qu'en fait, je n'en savais pas assez. Long Yi assume sa sexualité, mais elle reconnaît le poids du carcan social. En Chine, les relations sexuelles avant le mariage sont encore mal vues. Pour ne pas embarrasser mes parents, je n'en parle pas à mes grands-parents, mes tantes ou les parents de mes amis. En fait, si vous demandez aux gens, ils vous diront qu'ils comprennent ou qu'ils acceptent. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. L'âge moyen du premier rapport sexuel est de 22 ans et seuls 60% des Chinois ont une expérience sexuelle avant le mariage. Mais pour Zhang Chi, fondateur d'un sex shop en ligne, ce puritanisme n'est qu'une façade.
Son site internet n'existe que depuis quelques mois, mais il reçoit déjà plusieurs dizaines de milliers de visites par jour. Reste à s'adapter aux spécificités du marché local. Les gens ne connaissent pas les sextoys, ils ne savent pas les utiliser, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent leur apporter. Du coup, on est obligé de les décrire très précisément. Il faut expliquer à quoi sert chacun des objets que l'on vend et comment l'utiliser. Zhang Che cherche surtout à dépoussiérer l'image des sex shops traditionnels et à rendre ses produits plus ludiques. Avant, en Chine, le packaging de ces objets était très cru. Il y avait toujours de belles femmes sur l'emballage. C'était vraiment très cru. Mais depuis l'an dernier, on a commencé à travailler sur le design des produits pour les rendre plus à la mode. En Chine, la sexualité est avant tout perçue comme un acte hygiénique. Pour Li Yinre, sociologue spécialiste des comportements sexuels, cette conception reste très ancrée dans les mentalités. Dans la culture chinoise, le plaisir n'est pas valorisé. Dire que l'on prend du plaisir, c'est très embarrassant. Le sexe, c'est pour faire des enfants ou pour rester en bonne santé. Là, on peut éventuellement en parler, mais parler du plaisir, c'est presque effrayant. Conséquence de ce tabou, les enfants ne reçoivent aucune éducation sexuelle. L'école leur parle vaguement de biologie et leurs parents, élevés dans une société encore plus conservatrice, sont incapables d'aborder le sujet avec eux. Ru Ping, médecin de formation, a donc décidé de se consacrer à l'éducation sexuelle des parents. On va regarder comment les mères ont expliqué à leurs enfants d'où ils venaient. Celui-ci, il a été trouvé sous terre et on voit l'enfant enterré comme une pomme de terre. Celui-là, il a été acheté dans un magasin. Lui, il pense avoir été trouvé dans une fleur de lotus. Et celui-là, eh bien, il croit qu'on l'a ramassé dans une poubelle. Les enseignements de Ru Ping paraissent simplistes, mais ils s'adressent à un public totalement inculte en la matière. Dans notre culture traditionnelle, on ne parle jamais de ces choses-là. Les parents d'aujourd'hui n'ont reçu aucune éducation de la part de leurs propres parents. Sur ce sujet, l'éducation des enfants est encore une page blanche. Cette page blanche pourrait faire sourire si elle n'avait des conséquences humaines désastreuses. En Chine, un avortement sur 2 est pratiqué sur des jeunes femmes célibataires, de plus en plus jeunes. Alors, Shin Mang, je me tourne vers vous. On a vu les jeunes dans le reportage ont quand même encore du mal à parler de sexualité. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est encore un sujet tabou ou il y a quand même un écart avec la génération de vos parents, par exemple? Je pense que ça reste un tabou, ça dépend vraiment pour qui. Parce que dans la sphère privée, en fait, on parle énormément de sexe. Et après, à la radio, dans tous les médias, c'est vrai qu'on n'entend jamais ce sujet-là. Et surtout pour la génération des années de 80 en Chine, on est assez ouvert. On parle beaucoup de sexe et puis aussi beaucoup de blagues sur le sexe. Donc pour nous, c'est plus un tabou, mais on n'entend jamais dans les médias et dans la sphère publique, je veux dire. Et vous, Yunlai, pardon, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on en parle de sexualité entre les jeunes chinois aujourd'hui? À mon avis, ouais. Nous, comme moi, je suis un petit peu jeune, donc avec mes amis, nous, on va discuter un petit peu sur le sexe, mais pas avec les parents, non. Donc, vous, entre jeunes Chinois, qu'est-ce que vous racontez lorsque vous parlez de sexualité? Justement, on l'a vu, l'âge du premier rapport sexuel, il est à 22 ans aujourd'hui. Je peux me permettre de vous demander, vous, à quel âge est-ce que vous avez eu votre première expérience à peu près? Pour moi, nous, on a rencontré nos expériences, voilà, avec les amis, on va discuter un petit peu sur le sexe. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est encore tabou pour vous ce sujet? Non, c'est pas ça, c'est que, on va juste discuter ça et puis on parle pas beaucoup de ça en fait. Et vous, Shin Mang Avec mes amis français, moi je parle comme une Française, donc il n'y a pas de tabou. Après, ça fait 1 an que je fais des allers-retours pour mes projets de cinéma, etc. Moi, je ne vois pas trop de différence entre les Français et les Chinois parce que moi, je fréquente les jeunes, déjà, ils sont plus ou moins dans le milieu artistique, ils ont un esprit très ouvert. Bon,
C'est vrai que je pense que les Français parlent un peu plus de sexe que les Chinois en général. Oui, Et la sexualité avant le mariage, surtout parce que longtemps c'était un tabou en Chine, il fallait rester vierge jusqu'au mariage. Là on voit 60% des Chinois ont relations sexuelles avant. Est-ce que c'est... On en parle beaucoup, ça, de la virginité, c'est sacré, c'est tabou, c'est un peu ringard. Ça dépend, Ça dépend de quelqu'un. Ouais. On parle de ça, c'est vrai qu'après aujourd'hui, quand on rencontre des filles qui est née après les années 80 ou 90, je veux dire la nouvelle génération, si je vais apporter un sujet, je veux dire oui, pas de sexe avant le mariage, etc., elle va me regarder, quel siècle tu viens. Ouais, bizarrement. Donc, voilà, après, la génération de mes parents, je sais que bon, enfin, officiellement, non. Ils m'ont dit que voilà, ils ont eu leur premier rapport après le mariage, etc. Et je pense que c'est le cas de la plupart des gens de la génération de mes parents. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas ou plus du tout? Ah non, je ne pense pas. Personnellement, je ne pense vraiment pas. Après, il y a une grande différence entre les grandes villes et la campagne. Quelle est cette différence, Yunlai, par exemple? Enfin, par exemple, dans les campagnes, elles sont très fermées. On ne parle jamais de ça. Et puis on va capter le voyage jusqu'à la fin, avant le mariage, c'est sûrement. Et puis pour les grandes villes comme Shanghai, Beijing, Shenzhen, Hong Kong, les grandes villes, c'est différent. Ouais. Et quel est le rôle qu'ont joué par exemple les sex shops qui s'installent en Chine, qui sont de plus en plus nombreux? Il y a Internet, il y a les films. Est-ce que ça aide à libérer la parole autour de la sexualité avant le mariage? Oui, je pense que ça a beaucoup joué. Et puis déjà, en fait, le sex shop en chinois, si je le traduis, c'est les outils pour les adultes. Voilà, c'est ça. C'est déjà une métaphore. En Chine, c'est la même chose, on va toujours le dire avec une manière assez métaphorique. Il y a une forme de pudeur en fait, encore on n'ose pas nommer les choses, parler de sex shop directement, ça se fait pas? On ne voit jamais sex shop en Chine, on voit toujours, c'est 成人用品, les outils pour les adultes. Ça. Et après, je pense que les films, les pornos, etc., bien sûr, c'est interdit officiellement en Chine. Mais je pense que vous avez déjà entendu aussi le premier film érotique en 3D, il est né à Hong Kong. Donc voilà, c'est un film chinois. Il n'y a pas un paradoxe parce qu'on n'ose pas encore forcément en parler, mais malgré tout, voilà, il y a des films, il y a des sex shops. Il y a une forme de schizophrénie là en fait. Comment vous expliquez ça, que ce tabou dure encore aujourd'hui? Je pense que c'est une forme de tradition. Après, je pense qu'il y a un tabou pour l'ancienne génération, et puis qui n'est plus un tabou pour nous. Et après, je veux dire, avec même à la télé, on ne voit jamais comme en France les films érotiques, etc. Il y a toujours un moyen de trouver les DVD et puis télécharger les films. On a moins d'accès par rapport aux Européens, mais on a quand même beaucoup d'accès de notre manière. Exactement, je sais qu'il y a des sites, tu peux envoyer le numéro de ton téléphone et puis tu reçois le code, tu peux quand même regarder chez toi. Tu peux trouver les films de porno dans un coin de rue, je pense dans tous les coins en Chine. Et puis voilà, et je pense aussi plus qu'on interdit quelque chose, on a plus envie d'avoir l'accès. C'est humain. Je vous propose de découvrir un autre reportage. On voit que la Chine se libéralise un petit peu sur la question de la sexualité, mais il y a encore un tabou qui persiste, c'est celui de l'homosexualité. Donc voici un reportage signé Séverine Bardon et Gaël Caron. Soirée gay extravaganza dans un bar pékinois. Cette fête de levée de fonds est organisée par le Centre gay et lesbien et l'association des homosexuels de Pékin. L'extravagance est en fait très sage dans la communauté homosexuelle chinoise. Déguisement sobre, comportement neutre. Rien ne laisse soupçonner que l'on se trouve dans une soirée gay.
Seul le spectacle de travesti, parodie de l'opéra de Pékin, rappelle la thématique de l'événement. Pour ces acteurs d'un soir, le choix de l'opéra n'était pas anodin. En fait, la Chine ancienne était plus tolérante envers les homosexuels que la société actuelle. Dans la Chine communiste, l'homosexualité était illégale jusqu'en 1997. Elle n'a été retirée de la liste des maladies mentales qu'en 2001. La Chine est très diverse et elle est en train de s'ouvrir. Le gouvernement aussi commence à accepter. Il y a des ajustements dans les lois qui sont favorables à la communauté homosexuelle. Pourtant, le quotidien d'un jeune homosexuel chinois n'est pas toujours réjouissant. Xiao Tuo vit en couple depuis 2 ans, mais son compagnon a refusé d'être filmé par crainte de représailles professionnelles. Aucun des deux n'a fait son coming out, et le couple sait déjà que les pressions sociales et familiales détermineront leur avenir. On choisira probablement de faire des mariages de façade. C'est-à-dire qu'il cherchera une amie lesbienne, moi aussi, et on se mariera avec. Si on veut avoir des enfants, on pourra les avoir avec elle. Et quand il faudra rentrer voir les parents, on ira avec cette famille-là. Pour Wei Tiangang, le fondateur du centre gay et lesbien de Pékin, il faut avant tout sensibiliser la société au sort des homosexuels afin de faciliter leur coming out. Sortir du placard, dire que l'on est homosexuel, cela suppose encore d'affronter une très grande pression sociale. Je pense que la pression la plus grande vient de la structure familiale et du manque d'ouverture de la société. En Chine, près de 90% des homosexuels choisissent de dissimuler leur orientation sexuelle pour rassurer leurs parents et assurer une descendance. 10 millions d'entre eux sont mariés. Alors, chinois, on le voit dans le reportage, l'homosexualité, c'est encore un sujet très très tabou en Chine. Vous avez des amis homosexuels chinois? Oui. Et comment ils le vivent, leur homosexualité, justement? Mal. De mes connaissances, très mal, parce que j'ai un copain qui est venu avec moi en France, il a presque 10 ans. On a tous fini nos études en 2006. Et puis, il avait une très belle opportunité de rentrer en Chine et travailler dans une grande entreprise de luxe. Donc aujourd'hui, il est en France. Il est toujours en France. Et il n'ose pas retourner en Chine. Il n'ose pas retourner en Chine. Donc, il n'a pas pu accepter ce travail qu'on la propose parce qu'il ne peut pas vivre de sa homosexualité en Chine. Et surtout, il ne sait pas comment le dire avec ses parents, etc. Donc, sa famille n'est pas au courant Non. Comment vous l'expliquez ça? Lui, qu'est-ce qui l'empêche, par exemple, de faire son coming out en Chine? Comment? Qu'est-ce qui l'empêche, en fait, de révéler son homosexualité en Chine? Est-ce que c'est la pression sociale, la pression familiale? Pourquoi est-ce qu'il reste en France? Je pense que c'est les deux. C'est la pression familiale, beaucoup. Et puis la pression aussi sociale. On ne voit pas... Ça commence à souffrir aussi. Hein. Il y a un bar que j'ai été l'année dernière à Pékin qui s'appelle Destination. C'est vraiment un bar qui était fait pour un coin comme dans le Marais. C'est un bar spécialisé pour accueillir les gens qui sont homosexuels. On s'éclate, on partage les choses ensemble, etc. Après, je pense que pour les parents, c'est quand même difficile à accepter. Et je suis complètement d'accord par rapport au reportage. En fait, on est beaucoup moins ouvert aujourd'hui qu'à l'époque. En fait, à l'époque, si vous connaissez bien l'histoire de la Chine, voilà, dans l'empereur, on a toujours... Donc c'est le retour d'un tabou, exactement, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Yuna, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pareil, la question de l'homosexualité, ça reste très très tabou en Chine. Vous avez des amis peut-être? À mon avis, oui, c'est très 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 tabou. On n'a jamais parlé de ça. Mais moi en France, oui, moi j'ai les amis. Ça fait 2 ans et demi que je suis en France. Et moi j'ai les amis, ils sont homo. Et voilà, ici, on peut vivre liberté, mais pas en Chine. En Chine, on n'a presque jamais parlé de ça. Et alors, l'homosexualité reste tabou. Est-ce qu'il y a d'autres tabous au niveau de la sexualité en Chine? Il y a d'autres choses dont on ne peut pas parler, vous pensez?
D'autres tabous qu'on ne peut pas parler. Par exemple, au niveau avec votre famille, vous parlez librement de sexualité? Ah non. Ah non. Non. On n'a jamais parlé de ça. C'est unanime. Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche d'en parler? Déjà, c'est qu'on ne savait pas trop ça se passe comment entre les homos. C'est ça le problème. Et puis, on pense aussi, quelqu'un qui est homo, on pensait que c'est bizarre. On croisait, il est fou. À ce point? Ouais. Ouais, on pensait il est malade, quoi. Donc c'est pour ça on pense vraiment homosexuel, c'est une maladie en Chine. Ouais, voilà. On a c'est une maladie. Des maladies récemment, hein, d'ailleurs. Mais donc ça reste encore. Mais moi, moi, je parle pas de sida. Moi, je disais vraiment c'est quelqu'un qui est malade, quoi. C'est une maladie. Ouais. On parle de. Je vois ce que tu veux dire. Et sinon, au niveau de l'éducation sexuelle à l'école, quelle éducation sexuelle vous avez reçue, Xin-Wang, par exemple? Moi, j'ai pas eu l'éducation sexuelle. Je me souviens, quand j'étais au lycée, j'ai eu des cours de biologie. Et quand on apportait le sujet des sexualités et puis comment faire les enfants, etc., je me souviens, le prof a dit, ben voilà, entre page 63 et page 67, vous étudiez tout seul dans votre coin. Donc c'est ce que j'ai vu comme l'éducation. Pareil, ouais. Toi aussi, pareil, ouais. Mais le prof, il parle pas. Il parle pas, ouais. Il nous laisse juste lire nous-mêmes. Prenez le livre, informez-vous voilà, tout seul. C'est ça, ouais. Il parle pas. Ouais. Et en famille, est-ce qu'on vous parle de contraception? Est-ce qu'on vous parle de sida, de maladies sexuellement transmissibles? Vos parents, par exemple, ils vous en ont parlé? La première fois, ma mère m'a parlé de ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 4-5 ans, et j'étais en vacances chez mes parents. Et ma mère m'a dit... Xin, ben voilà, t'es en France, les gens sont ouverts, etc. Fais attention. Pareil. J'ai dit, fais attention à quoi? Fais attention à quoi? Et puis, j'ai même pas compris le message, en fait. C'est toujours subtil. Fais attention, mais on ne rentre pas dans les détails, on ne va pas parler de moyens de contraception, de préservatifs, par exemple. Ma mère, il m'a parlé de ça, ouais. Il m'a dit quand j'étais en France, et puis Maman Desto, il m'a dit il faut faire attention, et voilà, si tu veux coucher avec une fille, il faut utiliser des préservatifs, donc prends soin toi-même. Ah, donc quand même, ma mère m'a parlé ça. Lâché. Vous pensez que beaucoup de parents chinois mais ça m'a choqué au début, parce que je disais, bon, voilà, quand ma mère elle devient plutôt ouverte. Ouais. Ça vous a étonné finalement. Donc, ouais, avant, elle n'a jamais parlé de ça. Même mon papa, il n'a jamais parlé de ça. Vous pensez qu'on informe assez les jeunes Chinois au niveau de la sexualité aujourd'hui? On l'a vu dans le reportage, il y a quand même beaucoup d'avortements chez les jeunes filles. Vous pensez qu'en termes d'éducation justement sexuelle, on en fait assez en Chine ou pas? Je pense que pas assez. Mais par contre, je pense que la contraception, c'est quelque chose qui est assez développé en Chine, parce que à cause de la politique d'enfant unique, c'est quelque chose de très développé. Et puis depuis surtout la génération de mes parents qui a passé, donc mes grands-parents faisaient 5, 6, 7, 8 enfants, et la génération de l'enfant unique. Et ce qui est marrant, c'est qu'en Chine, on peut complètement séparer deux sujets qui sont très liés. On parle beaucoup de contraception et qu'on ne parle pas de sexualité. Et qu'on sépare les deux, qu'en fait, le résultat de l'enfance, c'est le sujet de sexualité. D'accord, merci à tous les deux d'être venus avec nous sur le plateau. Voilà, c'est la fin de Sinosphère. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci au Musée Guimet qui nous a accueillis. Et rendez-vous dans 15 jours.